Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire des lundis pédagogie d'Agrium. Et aujourd'hui, on démarre un nouveau cycle sur la thématique des innovations pédagogiques des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. Et donc, aujourd'hui, on va aborder ce premier webinaire du cycle sur la thématique de l'accompagnement distanciel du projet étudiant en prenant l'exemple du Junior Research Lab de l'Institut Agro Montpellier Supagro. Et j'ai le plaisir de vous présenter Jean-François Martin, qui va être notre intervenant d'aujourd'hui. Et donc, pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude encore d'utiliser les outils d'interaction, je vous rappelle que vous avez deux outils pour nous interagir avec nous. D'une part, le bouton discussion ou chat ou converser selon votre version qui vous permet de donner des informations ou de me faire part éventuellement de vos soucis techniques. Et puis, l'autre bouton que l'on vous encourage à utiliser, c'est le bouton QR pour questions-réponses. Et là, posez vos questions au fur et à mesure de l'intervention de Jean-François et il y répondra, bien entendu, à la fin de son intervention par mon intermédiaire. Donc, Jean-François, je vais te laisser la parole et tu peux partager ta présentation et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Philippe. Oui, Jean-François, peut-être que je ne t'ai pas bien présenté, enseignant-chercheur à Montpellier Supagro, Institut Agro. Tu peux en dire plus pour le début de ta présentation. Ouais, donc effectivement, moi je suis enseignant-chercheur à Montpellier depuis 2003, spécialisé plutôt dans l'écologie moléculaire et l'évolution. Et dans ce cadre, je pilote un module qui s'appelle le Junior Research Lab, qui est un module d'enseignement par la recherche. Enseignement de la démarche scientifique et pas tellement de l'activité de recherche au final, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas nécessairement à former des futurs chercheurs, mais des étudiants qui ont l'habitude de réfléchir de façon scientifique et d'utiliser la démarche scientifique. Je pense que je vais commencer, ça te va Philippe ? Oui, tu peux y aller. Ça marche. Donc je vais commencer par quelques éléments de contexte pour que vous compreniez la façon dont on a adapté le mode projet du Junior Research Lab, le JRL, au passage en distanciel et à quel moment ça s'est fait. Donc ces éléments de contexte sont un apprentissage par projet qui est dans un contexte de module un peu atypique. Le Junior Research Lab, en fait, correspond à deux formats différents. Un format qui s'appelle le JRL, qui est au mois de mai et juin, sur 2 mois, et un format qui s'appelle le JRLAT, qui est de septembre à décembre, voire une période optionnelle en janvier. Dans les deux cas, on a des briques constitutives qui sont identiques. Une brique qui est ici en rouge, l'apprentissage de méthodes pour la recherche scientifique et la démarche scientifique. Elle est présente dans les deux cas, dans les deux, comment dire, je le dis en anglais du coup parce que c'est un module qui est complètement en anglais, mais dans les deux options qui sont présentes sur le JRL. Et puis un projet qui représente à peu près la moitié du temps. Pour vous donner une idée, sur le JRL, on a 240 heures entre mai et juin, ce qui est temps plein, 35 heures par semaine pendant 8 semaines en fait. Et le projet lui-même correspond à 180 heures. C'est à peu près pareil pour le JRLAT, où le projet représente 200 heures sur 4 mois, mais qui sont mélangées avec d'autres unités d'enseignement en même temps. Donc vraiment deux briques constitutives pour le JRL, une brique disciplinaire en plus dont je ne parlerai pas aujourd'hui sur le JRLAT qui est dédiée aux transitions en agriculture et qui est une nouvelle formule de Montpellier Supagro. Aujourd'hui, je vais évidemment vous parler plutôt de la brique bleue. Mais avant de vous parler de la brique bleue, je vais vous parler de la brique rouge, c'est-à-dire les apprentissages en support des projets. Il se trouve qu'on a choisi de supporter les projets par un certain nombre d'apprentissages, par exemple l'écriture scientifique, par exemple donner une présentation flash en 180 secondes, mais aussi un module qui est transversal sur l'ensemble de mai et juin, qui est la gestion de projets agiles. Et ça peut aller évidemment jusqu'à l'analyse de données avec différents modules, et puis tout ce qui est analyse de biblio, etc. Donc des modules qui sont assez classiques dans ce cadre de développement des activités de recherche. Et ces modules viennent en support du projet lui-même, dont je vais maintenant pouvoir vous parler en détail. Donc comment ça se passe en temps normal, c'est-à-dire en présentiel ?
C'est un apprentissage par projet qui a une très grande latitude, c'est-à-dire que pour optimiser la motivation des étudiants, on ne leur propose pas des projets de recherche, on leur propose des grandes thématiques. Ces grandes thématiques sont proposées à l'ensemble des étudiants et sont proposées par des équipes de recherche en général qui sont en accompagnement du JRL. Ces thématiques sont très diversifiées puisqu'elles couvrent l'ensemble des champs de l'école, c'est-à-dire que ça va de l'économie jusqu'à la biologie moléculaire, en passant par l'écologie et les agro-ressources, agro-procédés. Donc ces champs sont proposés aux étudiants qui vont sélectionner ces champs par petits groupes. En général, on essaye de faire des petits groupes de 4, si tout va bien. Et une fois que ces champs seront sélectionnés, ça veut dire que ceux qui ont été sélectionnés pourront commencer à co-construire les projets eux-mêmes dans ces champs avec les étudiants, donc entre les étudiants et les tuteurs. Je reviendrai sur le rôle du tuteur dans quelques instants. Tout ça, ça se fait avant le JRL, c'est-à-dire complètement en distanciel ou par l'intermédiaire de quelques points de rencontre pendant le printemps. Ensuite, on a la période du JRL, mai et juin pour ce qui concerne l'expérience que je vais vous détailler un petit peu. Les projets et les hypothèses sont définis par les étudiants au début, dans les 2-3 premières semaines du JRL. Ensuite, les données sont acquises ou simulées, ça dépend des projets bien sûr. Ils font une analyse des données et leur interprétation, et ils écrivent un article sur toute la période, en gros, depuis la 2e semaine où ils commencent à écrire l'introduction jusqu'à la fin, le dernier jour, dans lequel ils vont rendre leur article. L'article étant un des 3 produits, puisqu'on est dans de l'apprentissage par projet, donc dans l'apprentissage par projet, classiquement, on a des produits de cet apprentissage à la fin. Et les 3 produits du JRL sur lesquels les étudiants sont évalués sont un article scientifique qui relève de l'activité de groupe, une peer review sur l'article d'un autre groupe, et celle-là, c'est une activité individuelle à laquelle sont formés les étudiants. Et enfin, un 3e produit qui est une présentation en 180 secondes qui doit présenter la thématique de chaque étudiant et les grands enseignements, les grands résultats du projet, en fait, qui sont généralement issus de l'article, mais qui peuvent être sous une forme un peu plus vulgarisée. Donc ça, c'est les 3 produits qui sont vraiment produits dans la dernière semaine, enfin finis de produire dans la dernière semaine. Et tout au long de la période, c'est-à-dire tout au long des 2 mois, on a des apports par les cours transversaux, qui sont des cours en apprentissage actif, c'est-à-dire que on a très peu de cours magistraux, je crois pas qu'il y en ait d'ailleurs. C'est 65 heures à peu près d'apports, dans lesquels c'est des compétences très pratiques qui sont expérimentées par les étudiants, et qui sont mises en œuvre dans le projet instantanément. C'est-à-dire qu'on commence par exemple par tout ce qui est biblio et recherche de biblio, puisque ça leur sert dès le début. Et la dernière brique, c'est l'apprentissage à faire une présentation en 180 secondes, par exemple, qui vient 2 jours avant la fin. Donc tous ces enseignements sont support du projet et sont précisément impliqués au moment où les étudiants en ont besoin. Donc c'est une grosse équipe en fait, hein, le JRL, ou le JRLAT d'ailleurs. C'est 24 enseignants à peu près qui travaillent. Alors, le rôle du tuteur, c'est d'être un conseiller. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très différent d'un stage classique, par exemple, où là, le rôle du tuteur, c'est plutôt un superviseur qui a défini le sujet, etc. Là, le tuteur, son unique objectif est d'éviter que le groupe fasse une sortie de route, c'est-à-dire qu'il aille vraiment dans des directions qui sont soit inatteignables parce que déraisonnables d'un point de vue logistique, soit qui n'ont pas de sens entre guillemets scientifique, c'est-à-dire que les hypothèses posées sont déraisonnables aussi. Donc ça se passe à travers de la discussion et du conseil. Vraiment, on insiste là-dessus dans le JRL et c'est une probabilité, c'est quelque chose qui fait un peu la signature de cet enseignement-là. C'est qu'il y a une très grande latitude qui est laissée au groupe, avec tous les dangers que ça engendre, mais aussi tous les avantages en termes de dynamique motivationnelle, individuelle et collective. Donc en temps normal, le rôle du tuteur, c'est des rencontres régulières qui accompagnent l'avancement du projet, au moins une fois par semaine. Et puis, au-delà de ces rencontres-là, on a un espace dédié au module, qui est une salle de travail assez grande, qui est à la fois un lieu de travail collaboratif dans lequel tous les groupes rencontrent leurs tuteurs, mais aussi d'autres personnes ressources. Parfois, on a besoin d'avoir des expertises qui sont un peu en dehors du champ, et les étudiants nous surprennent régulièrement et sollicitent de l'expertise qu'on n'a pas forcément prévue dès le départ. Donc c'est assez pratique d'avoir un lieu unique pour pouvoir avoir toutes ces interactions au fil du projet.
poursuivre aussi le projet et faire en sorte d'avoir un suivi régulier entre les groupes, puisque sinon ils pourraient travailler en silo et pas discuter avec les autres étudiants. On a un cadre de management de projet qui s'appelle le sprint, qui est une méthode qui est inclus dans une méthode de projet agile qui s'appelle Scrum. Et donc le sprint, c'est une période, je simplifie un petit peu, mais c'est une période qu'on définit. Nous, chez nous, c'est une semaine le sprint sur le JRL, c'est 3 semaines sur le JRL AT parce que le temps est plus long. Et dans un sprint, les étudiants définissent les tâches qu'ils ont à faire pour aller vers la résolution d'un problème particulier ou d'un sous-projet particulier. Donc pendant ce sprint, les étudiants au début de sprint vont prévoir ce qu'ils vont être amenés à faire. Chaque jour, ils vont analyser ce qu'ils ont fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et reprévoir le sprint à la volée. Et en fin de sprint, on a ce qu'on appelle une rétrospective, et j'y reviendrai parce que ça, c'est une interaction avec l'ensemble des étudiants qui forment le groupe JRL, c'est-à-dire l'ensemble des 15-20 étudiants qu'on a eu par exemple en 2020. Donc, on se sert vraiment de cette méthode de gestion de projet comme d'une méthode de suivi des projets dans un cadre un peu plus fin et un peu plus structuré que simplement la rencontre avec les tuteurs. Les produits du projet et leur évaluation, puisque j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je vais vous détailler ça. Donc il y a effectivement un article scientifique à rendre quelques jours avant la fin du projet. Cet article correspond au travail du groupe, de chaque groupe. Donc on a 4 articles à peu près, puisqu'en général, en tout cas sur les années où on a mené 4 groupes projets différents. Une fois que les étudiants ont rendu leur article, ces articles sont disponibles pour les autres étudiants, et donc on a un processus de peer review croisé entre étudiants. Ils ont des instructions pour faire les peer reviews et ils ont eu un entraînement à ça. Donc on a une peer review de chaque article par 3 ou 4 autres étudiants. Et ensuite, ils ont un temps disponible pour reprendre ces peer reviews à leur compte et améliorer l'article pour avoir une version définitive. Donc les étudiants sont évalués sur la version définitive de l'article et sur la qualité de leur peer review individuelle. Et enfin, le dernier jour, juste avant un grand déjeuner international, puisque le JRL est un module international dans lequel on a des étudiants qui viennent de nombreux pays, ce qui va nous poser des problèmes bien entendu quand on sera à distanciel. Le troisième produit, et sur lequel on les évalue également, c'est la présentation flash de 180 secondes dans lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils représentent la thématique sur laquelle ils ont travaillé et les principaux résultats qu'ils ont eus. Donc 3 produits pour 3 évaluations, 2 évaluations individuelles, une évaluation collective. Maintenant que j'ai posé ces éléments de contexte, la question qui m'est posée aujourd'hui et que je vais essayer d'illustrer à travers l'exemple du projet dans le JRL, c'est comment est-ce qu'on a adapté le projet au distanciel. Donc, un dernier élément de contexte, c'est que quand on a commencé la session du JRL en 2020, ça faisait un petit mois qu'on était en distanciel, donc on était en plein premier confinement, chronologiquement, et on n'avait absolument jamais utilisé ces outils-là auparavant, ce qui nous a posé un certain nombre de questions, interrogations, problèmes, etc. Donc l'outil emblématique du distanciel, c'est Zoom, que vous connaissez tous, sauf que Zoom chez nous, enfin je sais pas chez vous, mais chez nous ça ressemble pas du tout à ça, ça ressemble plutôt à ça. Donc on a forcément l'impression d'être seul face à un mur. Là j'ai un deuxième prof avec moi, c'est pour ça qu'il y a une deuxième caméra ouverte, mais en général, ça c'est tiré d'un Zoom que j'ai fait ce matin avec des étudiants de première année à l'agro. En général, un Zoom avec des étudiants, même en petit groupe, ça ressemble à ça. Donc la grande question qu'on se pose quand on passe en distanciel sur un module comme le JRL, et je vais parler précisément du projet, puisque le reste est moins spécifique, c'est qu'est-ce que ça change quand on passe en distanciel, et est-ce qu'on va arriver à le faire surtout? Parce qu'en définitive, on se jette un peu à corps perdu dans ce module qu'on a fait qu'une fois en présentiel. Est-ce qu'on va arriver à l'adapter pour le jouer correctement en distanciel, de façon à ce que les élèves en tirent non seulement des compétences et des connaissances, mais aussi un peu de plaisir en passant. Donc le premier bilan qu'on a commencé à faire à la sortie de cette session-là, c'est que l'enjeu central de l'adaptation au distanciel pour nous, pour le projet, c'est de créer de la cohésion, de l'engagement et du sentiment d'appartenance à un collectif. Bien sûr, il y a tous les aspects techniques, et j'y reviendrai sur la fin de l'adaptation, mais c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'on mette ces aspects techniques au service
d'un projet qui maintient la cohésion et l'engagement, et donc la motivation. Et en fait, les risques qui sont liés classiquement à l'apprentissage par projet, certains de ces risques sont décuplés quand on est en distanciel. Je vais en détailler 4 en particulier. Le premier risque, c'est la difficulté à s'entendre sur le projet développé et sur le rôle de chacun, et c'est particulièrement vrai dans un projet qui est co-construit par les étudiants et dans lesquels on peut avoir des backgrounds très différents. Nous, les étudiants viennent de tous les pays du monde. Ils sont parfois en M1, parfois en L3, parfois en fin de M1. Donc ils ont des niveaux différents, ils ont des attentes différentes, ils ont des compréhensions et des backgrounds académiques différents. Donc c'est encore plus difficile quand on est à distance. Je ne vais pas vous faire de dessin là-dessus. Des difficultés à gérer le temps et l'adéquation avec les ressources et les objectifs. Donc là, dans le JRL normal, on fait de l'acquisition des données. Il est bien évident que dans le JRL 2020 à distance, on n'a pas pu faire de l'acquisition des données telles qu'on l'aurait souhaité. Certains ont simulé des données par contre. Mais ça a posé des questions de comment est-ce qu'on permet aux étudiants de gérer leur temps, ce qui est déjà difficile quand on est en présentiel et qu'on peut les voir régulièrement, on arrive à voir où ils en sont à peu près, mais qui est encore plus délicat en distanciel quand on est face au mur de Zoom vide. La troisième difficulté potentielle, c'est comment est-ce qu'on permet aux étudiants dans le projet de collaborer, et entre les projets aussi de collaborer, puisque l'interdisciplinarité est importante pour le GRL. Et comment est-ce qu'on permet les feedbacks aussi? C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Tous ceux qui sont enseignants ici le savent. Avoir du feedback pendant ces cours, c'est presque impossible, à moins d'avoir des méthodes particulières. On va dire que c'est pas inné. Avoir du feedback quand on est sur des groupes projets qu'on voit pas forcément tous les jours, c'est encore plus complexe. Et enfin, comment est-ce qu'on évite la création de passagers clandestins, c'est-à-dire en gros des étudiants qui se démotivent? On peut penser qu'ils étaient tous motivés au départ, et qui donc vont simplement se laisser vivre, se laisser happer par la dynamique du groupe, ou la non-dynamique du groupe d'ailleurs. Et comment est-ce qu'on arrive à détecter ces passagers clandestins pour éventuellement réagir face à ce problème de dynamique de groupe? Donc voilà un petit peu les problèmes qu'on a essayé de résoudre pendant le JRL, sachant qu'on n'était pas préparé à les résoudre à distance et que du coup, on a tâtonné, bien sûr. L'un des premiers, on va dire le principal moteur qui nous a animés en termes de pédagogie et de façon de gérer le collectif dans le JRL, ça a été de créer, de maintenir la dynamique motivationnelle. Les étudiants, la plupart, s'étaient jamais vus. Je vous montre un peu ici la distribution des étudiants. Ça, c'est pas avant qu'ils soient inscrits, c'est pendant le JRL. Donc, ils étaient sur 9 fuseaux horaires différents. 9 fuseaux horaires différents, ça veut dire que pour travailler en collaboratif, il y a une partie d'asynchrone et une partie de synchrone. Il y en a un qui s'est sacrifié, hein, clairement, le Thaïlandais qui était tout seul ici. Il a travaillé très tard le soir pour que les Brésiliens, entre autres, et la Mexicaine qui était ici, soient pas complètement au milieu de la nuit. Donc il y a eu des interactions à trouver et puis des compromis à faire pour qu'ils arrivent quand même à se croiser pendant la période du GRL. Et puis il y a eu le développement de travail un peu asynchrone, avec une augmentation de la responsabilité individuelle des étudiants par rapport à la normale quand on est en présentiel. Donc la grande question, c'était pour nous, comment est-ce qu'on passe de la partie gauche, dans laquelle on a les étudiants qui sont en permanence en train d'échanger, en fait, que ce soit à l'intérieur de leur groupe ou même entre les groupes. Là, c'est quand on est à la photo sur les arbres, là, c'est une séance pour discuter de la qualité de leur introduction de leur article. Ça se voit pas comme ça, mais la prof d'anglais est au fond, là-bas, à gauche. Donc c'est vraiment basé sur la collaboration et le socio-constructivisme. Donc un module comme ça, quand on le passe à distance, même si effectivement on a davantage de caméras que d'habitude, on a des difficultés à le faire sans prendre de mesures particulières. Et on y reviendra, mais je pense que ce module, pour tout le monde, comme d'autres ensuite, hein, a développé aussi notre capacité à être plus observateur des étudiants. Par exemple, moi au début, j'avais pas fait attention que cette étudiante-là et celle-ci, a priori, elles étaient au même endroit, ou alors elles ont le même goût assez particulier pour les murs roses et les plafonds jaunes. En fait, j'ai découvert ensuite que c'était la cité universitaire de Montpellier, tout simplement, qui avait ces couleurs intéressantes.
Et du coup, ça nous a mis devant le fait accompli qu'on n'était pas suffisamment attentif en fait à nos étudiants et que si on l'était pas, on aurait des soucis supplémentaires dans le distanciel. Donc on a mis en place un certain nombre d'outils nous permettant d'essayer de maintenir cette dynamique motivationnelle. Donc pour faire ça, d'abord, l'urgence était de développer des capacités d'empathie et d'observation, comme je viens de le dire avec l'exemple de ces deux étudiantes brésiliennes. Essayer de trouver des compromis pour régler la question des différents fuseaux horaires. Par exemple, on a complètement changé le planning pour que tous les cours soient le matin et que tous les modes de projet soient l'après-midi. Alors qu'avant, dans la version classique, tous nos cours étaient plutôt en début de semaine, lundi et mardi, et mercredi, jeudi, vendredi, on leur foutait la paix, en gros. Ils avaient le champ libre pour faire leur projet. En fait, là, l'idée, c'était de les voir tous les jours pour être sûr qu'ils n'avaient pas décroché. Et en fait, les étudiants nous ont confirmé a posteriori que c'était plutôt une bonne idée de faire comme ça, d'autant que ça leur permettait de caler les projets l'après-midi, ce qui fait que tout le monde était à peu près simultanément disponible l'après-midi, et puis le matin, certains étudiants étaient là quand ils pouvaient, d'autres qui n'avaient pas envie de se lever à 3 heures du matin, utilisaient les enregistrements des cours qu'on faisait, mais c'est une autre question. Donc, développer l'empathie aussi, et l'observation, c'était quelque chose de central. Ensuite, en temps normal, quand on mène un projet, on discute avec les étudiants, on répond à leurs questions très rapidement, il n'y a pas de problème particulier pour faire ça. Quand on passe à distance, on a besoin de développer des compétences particulières, on a besoin de développer des outils particuliers qui nous aident à maintenir ce lien. Nous, on a choisi, pendant le premier confinement, en tout cas, on a choisi un outil directement commercial, entre guillemets, c'est-à-dire Slack, qui n'est pas l'outil institutionnel dédié aujourd'hui, mais qui est l'outil qu'on a choisi parce qu'il était le plus facile à mettre en œuvre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le montre en 2 secondes. Slack, c'est une interface dans laquelle tous les étudiants et les tuteurs et les membres de l'équipe pédagogique pouvaient s'inscrire. Il y a un certain nombre de canaux qui sont disponibles, dont le plus important qu'on a créé, le canal nourriture, cooking, recettes de cuisine, qui pour un module français était quand même un must-have à l'échelle des étudiants internationaux. Mais on a des canaux qui sont complètement dédiés, par exemple, à l'analyse de données. Quelqu'un qui a un problème, comme Clémence ici, qui était une étudiante française, pouvait poser ses questions et une autre étudiante était capable de lui répondre, y compris 18 minutes plus tard. Donc ces canaux-là, ils ont été extrêmement utilisés. Si je ne me trompe pas, plus de 4000 messages ont été postés pendant 2 mois. Ça, c'est vraiment le JRL 2020. Ça veut dire que la plupart des communications qu'on a fait avec les étudiants étaient liées à ces canaux quand on n'était pas directement sur des écrans Zoom tous ensemble. Évidemment, chaque projet avait développé son propre canal. L'équipe d'organisation, bien entendu, aussi. Et puis, on avait des canaux dédiés à certains sujets particuliers, comme par exemple la dernière semaine qui était la Crazy Last Week chez nous, la dernière semaine qui était dédiée vraiment à la dernière ligne droite, c'est-à-dire l'écriture de l'article, la présentation, la peer review, etc. Donc ça, on avait des informations très spécifiques sur ces canaux-là. Cet outil, il a été vraiment central dans la réussite de la cohésion des étudiants, c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Et je ne sais pas comment on aurait réussi à faire cette cohésion et cette discussion avec les étudiants sans cet outil-là. On aurait trouvé un outil collaboratif identique, hein, mais vraiment mettre en place cet outil nous a sauvé le coup, hein, comme on dit chez nous. Ça a été vraiment très important dans la stratégie de maintien de la cohésion. Mais comment dire, la condition pour que ça fonctionne, c'est que il faut pouvoir répondre aux questions dans les 2 heures, on va dire. Donc là, c'est un investissement qui est un peu hors norme par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Enfin, toujours pour rester dans le côté humain, on a resserré considérablement le suivi des projets. C'est-à-dire qu'on a vraiment surveillé quasiment au jour le jour que ça avançait, qu'il n'y avait pas de problème majeur dans l'avancée des projets et que les dynamiques de groupe se faisaient toujours. Pour vous donner un exemple, la rétrospective, qui est un moment public dans lequel les groupes détaillent ce qu'ils ont fait dans le dernier sprint, pour nous la semaine, et ce qu'ils vont faire dans le sprint suivant, la semaine suivante. C'est quelque chose qui est commun et qui a permis de rassembler à la fois l'équipe pédagogique, tous les tuteurs de projet, les groupes d'étudiants, tous au même endroit, au même moment, ce qui a fait émerger des questions intéressantes entre les groupes en particulier, et qui a permis parfois de corriger un petit peu la direction que certains groupes avaient pris dans d'autres directions tout aussi intéressantes, voire plus intéressantes. Donc le sprint rétrospective, qui est vraiment ce moment dans lequel les groupes détaillent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont faire la semaine d'après, mais en particulier ce qu'ils ont fait,
ça a été un outil vraiment central dans la cohésion du groupe au sens large et dans la compréhension des étudiants de ce que faisaient les autres groupes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas de façon aussi systématique quand on était en présentiel. Donc là, finalement, l'adaptation au distanciel nous a permis de mettre en place une pratique un peu plus structurée et qu'on va garder a posteriori, j'en reparlerai. Enfin, j'avais parlé d'éviter l'émergence des passagers clandestins et ou de les détecter. On avait fait le pari que tout le monde serait dynamisé par la démarche et qu'on n'aurait pas de passagers clandestins et que si on en avait, on avait un plan B, c'est-à-dire faire remplir à chaque groupe projet ce type de fiche d'évaluation qui est en œuvre ou tout au moins en discussion à AgroParisTech et qui nous a été gentiment prêté. Et en fait, on s'en est jamais servi parce que on souhaitait éviter de s'en servir, en fait, tout simplement. Et je crois qu'il a jamais été mis en œuvre encore à AgroParisTech d'ailleurs. C'est une auto-évaluation de son propre travail dans son groupe et de ses coéquipiers aussi. Et en fait, il faut être extrêmement explicite avec les étudiants quand on s'en sert, c'est-à-dire que ça va avoir une implication dans leur évaluation finale. Donc ça, c'est plutôt pour prévenir l'apparition de passagers clandestins qu'en termes punitifs a posteriori, parce que sinon les règles du jeu ont changé en cours de route. On a eu la chance de ne pas être obligé d'utiliser ce plan B, c'est-à-dire qu'on a détecté effectivement des baisses de motivation, mais qu'on a traité par la discussion, et par la discussion entre les étudiants d'abord et la discussion avec nous ensuite. Donc ça, c'est pour le côté plutôt humain et comment on gère à distance la dynamique motivationnelle individuelle et collective. Ensuite, bien entendu, le passage à distance a posé un certain nombre de problèmes. Entre autres, il a fallu s'atteler à simplifier les partages de documents et la communication directe. Alors là, vous connaissez tous ces outils aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire. Google Drive qui nous a permis de partager des documents et de pouvoir les coéditer en direct. Je regrette vivement qu'on n'ait pas cette opportunité de le faire au niveau institutionnel avec cette flexibilité-là, mais c'est toujours pas disponible malgré nos appels depuis 1 an et demi. Zoom, évidemment, qui reste le standard chez nous et qui l'était déjà, sauf qu'on utilisait au départ les versions Zoom personnelles qui permettaient de faire des séminaires que pendant 40 minutes. Vous imaginez un petit peu le manque de confort de cette solution. On a eu très vite une licence institutionnelle. Et puis Zotero, par exemple, qui est un des outils qu'on a utilisé pour gérer la bibliographie, parce qu'il a des interfaces pour avoir des librairies partagées entre tous les étudiants. Donc, je cite Zotero, mais il y a beaucoup d'outils qui nous ont servi, Git, entre autres, pour tout ce qui est code, analytique, etc. Donc, l'idée, c'est qu'il faut tout de suite devenir d'urgence des serial testeurs d'applications. J'ai dû tester moi-même, je suis un technophile de la bande, donc j'ai dû tester moi-même quasiment toutes les applications possibles du marché. On a fait quelques choix malheureux sur lesquels on est revenu. Ces étudiants, évidemment, on a essayé de les rendre les moins cobayes possibles de cette expérience-là, mais ils l'ont été un tout petit peu quand même. Aujourd'hui, je pense que c'est des outils qu'on utilise au quotidien et dont les étudiants ont vraiment l'habitude et que même en présentiel, j'en reparlerai dans une minute, on va continuer à utiliser. Et enfin, il faut pallier aux aléas des environnements matériellement maîtrisés, ça c'était avant. En salle informatique, dans nos établissements, on maîtrise complètement la structure, pas de problème. Là, on arrive sur des étudiants qui sont sur leur portable personnel, très hétérogène, voire sur leur propre téléphone. Donc ça nous a demandé de mettre en place des serveurs centraux avec des logiciels partagés, avec un peu de puissance de calcul aussi, pour que tout le monde puisse calculer, tout le monde puisse utiliser simultanément les outils nécessaires à la conduite de leur projet. Enfin, et en quelques diapos seulement, 1 an plus tard, qu'est-ce qu'il reste de cette expérience-là ? 2 choses, un investissement qui était probablement déraisonnable à l'époque, mais aussi des enseignements pérennes, même en présentiel. Je pense qu'on a tous hâte de pouvoir retourner en présentiel. Aucun de nous n'a pu le faire pour l'instant vraiment pleinement, mais il y a au moins 3 éléments. La prise en compte de la dimension empathique dans l'accompagnement, c'est-à-dire avant le passage en distanciel de ce type de projet, moi j'avais tendance à penser que les étudiants étaient là pour faire leur projet et que j'avais pas spécialement à me mêler de leur dynamique interne de groupe. En fait, il s'avère que c'est peut-être l'élément central dans la réussite du projet de groupe que de s'intéresser à cette dynamique de groupe. Et donc là, je pense que les outils qu'on a mis en place pour au quotidien s'intéresser à la dynamique de groupe vont continuer à nous servir. Deuxièmement, les pratiques collaboratives agiles, je parle de Google Drive par exemple. Ça va rester, c'est sûr,
Nos étudiants aujourd'hui, ils ont l'habitude d'utiliser ces outils, et même pendant les TP et les TD en présentiel, ils continuent à utiliser ces outils-là pour saisir les données de façon collaborative, etc. Donc ça, on a fait un bond en avant grâce, entre guillemets, au confinement et au distanciel, qui nous a permis aujourd'hui d'intégrer complètement ces technologies dans le présentiel aussi. Et enfin, on s'est rendu compte qu'on pouvait toucher n'importe quel expert dans le monde pendant 15 minutes, beaucoup plus facilement qu'avant, beaucoup plus facilement qu'espéré, grâce à la vidéoconférence. Et que ça va rester très probablement, en tout cas dans les modes projet du JRL, on s'interdit plus du tout d'appeler un chercheur en Norvège parce que c'est le meilleur dans ce domaine-là, ou qu'en tout cas, il va pouvoir avoir les meilleures réponses. Donc je pense que ces 3 dimensions-là vont vraiment rester dans la pratique de notre projet en tout cas, et dans les projets en général à Supagro, de façon beaucoup plus pérenne. Voilà, j'en ai terminé, et j'espère avoir plein de questions sur ce qu'on a fait, et j'espère avoir répondu. Merci beaucoup Jean-François d'abord pour t'être lancé sur ce nouveau cycle et pour montrer tout l'intérêt, toute la réflexion, à la fois l'action et la réflexion a posteriori sur ce travail qui a été mené pendant ces 2 dernières années. Peut-être avant de prendre les questions, donc du coup cette année, vous en êtes où dans votre nouvelle promotion? Alors cette année, le JRL 2021 n'a pas eu lieu parce qu'on n'avait aucun étudiant inscrit en mobilité internationale rentrante. La plupart des universités n'ont pas envoyé leurs étudiants à l'international. Et nous, on avait choisi de ne pas ouvrir le JRL uniquement à distance, parce qu'on ouvre cette année le JRL AT en septembre, et que c'est un module de 4 mois qui est très lourd à monter, et que du coup, on a préféré mettre l'accent sur ce montage-là. Et sinon, on aurait été complètement à distance, ce qui aurait été possible, mais on n'avait que 3 inscrits en fait. Donc on n'allait pas monter 240 heures d'enseignement pour 3 inscrits, malheureusement. Ok. Alors, peut-être une première question tu as parlé des outils qui ont été abandonnés en cours de session. C'est quoi les principaux outils que vous avez abandonnés et pour quelles raisons? Discord. Discord, c'est un outil de communication plutôt vocale, mais aussi texte et vidéo. On l'a abandonné pour des raisons de difficulté de paramétrage par les étudiants d'une part, et puis de difficulté de communication avec les services informatiques qui ne voulaient pas ouvrir les ports des pare-feux à la CTU. Donc ça marchait partout sauf dans la CTU, ce qui est dommage. Mais je peux comprendre bien entendu cette position-là, mais on était obligé d'abandonner Discord pour cette raison-là. Après, il y a des logiciels, je vais vous donner un exemple. D'habitude, dans la gestion d'un projet, on utilise un outil qui s'appelle le Kanban, ou Kanban, dans lequel on a des post-it avec différents états, à faire, fait, à vérifier, etc. D'habitude, on fait ça sur les vitres de l'école avec des post-it. Là, on a fait ça sur des outils en ligne et gratuits, avant de trouver le bon, entre guillemets, qui était simple d'usage et suffisamment complet pour notre application. On en a essayé 2 ou 3. Donc voilà, c'est dans la partie serial tester d'application, ça, plus que dans l'abandon de pratique. Après, dans les logiciels qu'on a abandonnés, je sais pas, on a essayé BBB par exemple, mais BBB, c'est-à-dire un équivalent de Zoom, mais qui était à l'époque institutionnellement plus acceptable. Mais en fait, les serveurs tenaient pas la route, on avait que Zoom qui tenait la route, donc on a continué avec Zoom. Voilà. Donc on a été le plus pragmatique possible, en essayant de privilégier les outils libres et open source quand c'était possible, mais ça a été très rarement possible, malheureusement. Ok. Alors, il y a une question sur l'analyse des usages des outils et le nombre d'étudiants. Donc Olivier qui dit, mais en fait, la question du mur Zoom, du feedback, du freerider ne se pose pas de la même façon avec un groupe de 3, un groupe de 20. Donc, quel est ton avis, ton analyse là-dessus? Oui, complètement. Dans les projets, les groupes étaient des groupes de 4 étudiants, et effectivement, pendant les sessions des projets, on a les caméras d'à peu près tout le monde, sauf quand ils ont des problèmes techniques qui font qu'on ne voit pas leur caméra. Et là, c'est très difficile pour connaître l'état d'esprit de quelqu'un qu'on voit pas. Déjà, en 2D, entre guillemets, c'est un peu compliqué, mais quand on la voit pas, c'est encore plus difficile. Par contre, quand on a des cours, là, on a affaire à plutôt 20 personnes dans le cadre du JRL, et là, ça dépendait des jours.
clairement, comme tous mes collègues ici présents ont l'habitude, hein. De temps en temps, on a des promos pour lesquels il n'y a pas de difficulté à allumer les caméras, d'autres c'est plus compliqué. Mais effectivement, dans le mode projet du JRL, on était en gros 4-5 par salle Zoom, et donc là, la plupart du temps, on arrive à voir les visages des gens. Alors, une autre question sur le nombre maximal de groupes projets que l'on peut encadrer. Alors, tu vas me dire, bah, ça dépend du nombre d'enseignants et de tuteurs peut-être, mais de cette manière, est-ce qu'il y a en particulier sur les phases de rétrospective tous ensemble, Ouais. quelle est la taille du groupe et des sous-groupes en gros Alors, idéal pour toi? nous, déjà, il y a deux questions en fait. C'est la taille des groupes. Nous, on voulait pas descendre en dessous de 4 parce que les dynamiques à 3 sont parfois complexes à gérer. Donc, on voulait des groupes de 4 minimum. Donc, on a eu que des groupes de 4 et un groupe de 5 dans la version distancielle. On avait 4 groupes à ce moment-là. Et 4 groupes, ça veut dire qu'en rétrospective, en 1 heure, on a fait le tour des 4 groupes. C'était d'ailleurs l'objectif. Donc, la première fois, ça s'est passé en 1 heure et demie. Et à partir de la deuxième fois, ça s'est passé en 1 heure. Et 1 heure, c'était un temps le vendredi après-midi, de 14h à 15h, tous les vendredis après-midi, qui était dédié à ça et qui permettait à tous les étudiants de savoir où en étaient les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient. Ce qui leur a donné aussi un avantage important parce que quand ils ont fait la peer review à la fin, ils savaient quand même de quoi parler l'article qu'ils étaient en train de lire dès le début, même s'ils n'étaient pas spécialistes de cette discipline-là. On va le maintenir pour le JRLAT qui travaille sur les transitions, lui, ce qui est dédié aux transitions, ce qui nous permettra que des étudiants qui n'ont pas travaillé sur une discipline particulière liée aux transitions puissent quand même avoir une idée de ce que les autres étudiants ont pu travailler. Et éventuellement avoir de très bonnes idées d'ailleurs, c'était un échange réellement. Donc 4-5 groupes en 1 heure, ça passe en gros. La Ok. difficulté dans la scalabilité, en gros, si on fait ça avec 4 groupes ou si on fait ça avec 10 groupes, c'est d'avoir suffisamment de tuteurs. Donc ça arrive à se trouver parce que les tuteurs sont intéressés pour faire progresser leur projet de recherche ou leur thématique de recherche en tout cas. La difficulté, c'est de trouver des tuteurs qui arrivent à sortir des tuteurs de projet qui arrivent à sortir de l'idée habituelle de j'ai un sujet de stage et je le donne à des étudiants. Certains essayent encore de partir avec cette idée en tête, de proposer une thématique, mais de guider les étudiants de façon suffisamment directive pour qu'ils aillent dans une direction. En fait, ce n'est pas le plus motivant pour les étudiants, donc on essaye de vraiment faire passer cette dimension-là. Et la deuxième chose, ensuite, c'est s'assurer que, j'en ai pas trop parlé, mais s'assurer que les enseignements transversaux qu'on fait pour soutenir les projets sont effectivement utilisés dans les projets. Là, sur un groupe de 20, je l'ai fait complètement, y compris tout ce qui est démarche d'agilité et de management agile. Si on passait à des groupes plus importants, il faudrait qu'on soit plusieurs. Merci. Alors, je dis que merci de poser vos questions dans la rubrique QR parce que j'en ai aussi dans le chat et donc je risque d'en oublier dans le chat, hein. Donc, je pose tout de suite celles qui sont dans le chat. Le sprint final est commun à tous au même moment, au même lieu ou quand? Alors, dans la démarche agile qui est structurée sous forme de sprint, nous, on a un sprint qui dure 1 semaine. Dans ce sprint, la rétrospective, elle est commune à tout le monde. Par contre, il y a une phase qui est à l'intérieur de chaque groupe, qui est la review, qui permet à l'intérieur du groupe de définir ce qui a moins bien marché ou ce qui a mieux marché, et qu'est-ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Ça, c'est une phase qui est individuelle. Ensuite, chaque jour, ils ont un sprint, je ne sais plus comment ça s'appelle, un sprint day, qui est une réunion debout d'ailleurs, qui dure pas plus d'1 quart d'heure et dans lesquelles ils définissent ce qu'ils vont faire dans la journée. Donc il y a des parties à l'intérieur des groupes, et il y a des parties de communication entre les groupes. Autre question dans la discussion. Quel arbitrage et quelle atteinte des objectifs sur la démarche de recherche? Alors, il me faudrait peut-être un peu de détails sur la question de l'arbitrage. Eh bien, Laure, merci de. Je vais passer à une autre question. Laure, si tu peux préciser, ou vous pouvez préciser dans le QR votre question pour que Jean-François puisse y répondre. Alors, une Ouais, question merci. là, deux questions pratico-pratiques. Quel Kanban du coup alors de Marie? Quel Kanban du coup? C'est une bonne question. Je ne m'en souviens pas. Je vais essayer de rechercher pendant qu'on discute. Et deuxième question pratique, avez-vous utilisé des outils comme Miro ou Mural pour gérer l'organisation des sprints? Ah, je t'entends plus là. Je t'entends plus, Jean-François. Vous Ah voilà, m'entendez? voilà, ça y est. C'est revenu, très bien. Oui, j'ai une connexion un peu instable. À Oui, puis l'époque,
On n'avait pas de licence Miro et je le connaissais pas, mais aujourd'hui, oui, on utilise Miro. À l'époque, on l'utilisait pas. Et donc, ensuite, oui, il y avait la question sur les passagers clandestins de Maëlys. Comment ont été vos stratégies pour identifier vos passagers clandestins? Les voir tous les jours. En les voyant tous les jours, en regardant comment ils fonctionnent, en regardant s'ils sont là dans les réunions, en discutant avec les tuteurs, on se rend compte de ce genre de choses. En gros, je trahis pas de secret, on a un groupe qui a mal fonctionné. Pas parce qu'on avait un passager clandestin, mais parce qu'on a eu des scissions culturelles à l'intérieur du groupe, ce qui est toujours un peu délicat quand on travaille à l'international, hein. On a des façons de travailler différentes, et c'est un des enjeux du JRL, hein, justement. Et là, on l'a détecté assez vite. Je dis pas qu'on l'a bien résolu, mais on l'a détecté assez vite parce que on avait des retards sur les objectifs intermédiaires, c'est-à-dire qu'il y avait des rendez-vous hebdomadaires avec les tuteurs, bien sûr, mais on avait aussi des rendez-vous de livrables, c'est-à-dire que l'introduction, il y avait une date de livraison de l'introduction, par exemple, de première version de l'introduction, date de livraison de première version de matériel et méthode, etc. Et ils étaient en retard sur ces dates-là. Et quand ils sont en retard sur ces dates-là, ça veut pas dire qu'il y a un passager clandestin, mais ça veut dire qu'il y a un petit problème dans le groupe. Donc on l'a identifié comme ça, pas forcément un passager clandestin, encore une fois, mais un souci de cohésion. On n'a pas eu de passagers clandestins cette année-là, on en a eu un l'année d'avant, c'était un groupe de 3, ça s'est vu très vite. Mais on était en présentiel à ce moment-là. Donc comment est-ce qu'on l'aurait vu en distanciel? Ça m'est arrivé dans un autre type de projet, où on l'a vu vite, parce que c'était quelqu'un dont on n'avait aucun apport dans les documents partagés. On voyait bien qu'il y avait 0 ligne qui était créée par cette personne-là, d'une part. Dans les outils, quand ils utilisent le mode correction, on voit qui a eu quel input. Donc on voyait bien qu'il fournissait rien et on le voyait jamais à la caméra d'ailleurs. Donc on lui a demandé rendez-vous et on s'est rendu compte qu'effectivement il avait un problème personnel qui le faisait sortir complètement du projet au moment où on s'en est rendu compte. Alors, tu n'as pas besoin de chercher pour le Kanban, puisque c'est Isabelle a répondu en disant que c'était le Kanban de Trello. Voilà, donc, Exactement. Merci Isabelle. Pour rester sur la suite de la question concernant les passagers clandestins, comment s'y prendre pour gérer les relations intra-groupes, incompréhension, mauvaise communication qui peuvent créer des obstacles à l'avancement du projet? Comment détecter un problème de relation dans le groupe, en gros? J'ai partiellement répondu à la question tout à l'heure. En gros, il faut être présent avec eux, ce qui nécessite un investissement qui n'est pas tout à fait compatible avec notre façon très cadrée de travailler les réalisés pédagogiques, mais clairement, on dépasse très largement les horaires qu'on est censé faire quand on fait ça. On les détecte encore une fois parce qu'on arrive à discuter avec tout le monde rapidement et parce qu'on ressent qu'il y a des gènes et qu'il y a des réunions pour lesquelles on n'a eu que 3 personnes au lieu de 4. Enfin, il n'y a pas vraiment d'énormes différences, de mon point de vue, entre les détectés en présentiel et les détectés en distanciel, finalement. Donc, Laure a précisé sa question. Est-ce qu'il a fallu aménager les objectifs pédagogiques du fait des distanciels et en particulier sur la démarche scientifique? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Aujourd'hui, dans nos cours classiques, on va dire en distanciel, on enlève entre un quart et un tiers du contenu, en gros, hein, pour faire simple. Pour réduire un peu le temps d'une part et pour réduire le volume d'acquisition qui sont dans les cours à distance. C'est à peu près les règles qu'on a. Dans le JRL, comme de toute façon tous ces formats étaient très actifs, on n'a pas fait de coupure sur la quantité d'objectifs ou la qualité des objectifs. Par contre, on a considérablement augmenté le nombre de personnes en support pour soutenir ces sessions. C'est-à-dire que dans une session sur Git, par exemple, qui est un outil permettant de partager son code analytique et de le versionner, qui est un outil un peu central à la reproductibilité de l'analyse des données, on avait 4 personnes simultanément qui étaient à disposition des 20 étudiants pour arriver à les débugger, à leur sortir de problèmes qu'ils avaient indépendamment, avec des sous-salles Zoom pour faire ça, dont un collègue qui parlait espagnol, un autre qui parlait très bien anglais, etc., etc. Donc ça a nécessité, on n'a pas vraiment baissé nos objectifs parce que c'était des compétences assez pratiques finalement.
Et on a repris ces compétences-là dans les projets de façon plus, je pense, précise et plus systématique que d'habitude. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on gardera d'ailleurs par la suite en présentiel. Mais en gros, ça a nécessité davantage de ressources humaines. Merci. Est-ce que, du tout, peut-être par rapport à cela, est-ce que les moments synchrones que vous organisiez, enfin, ce que vous appeliez les cours, est-ce que c'était par rapport justement au temps disponible, est-ce que vous travailliez en classe inversée ou est-ce que c'était du cours comme en présentiel, c'était du cours magistral? Alors, comme on n'avait pas de contenu disciplinaire, que c'était complètement du contenu de De compétences méthode, oui. méthodologiques, Mm. on n'a pas de classe inversée là-dessus. On a vraiment essayé de leur faire un minimum de théorie et un maximum de pratique. Donc tout se faisait pour ne pas leur prendre du temps en dehors de nos horaires qui étaient déjà lourds. On est vraiment à 35 heures par semaine pendant 8 semaines à temps plein. On leur prenait pas de temps le soir. Ou le matin tôt, j'en sais rien, ça dépendait des fuseaux horaires. Mais du coup, on était complètement sur de la transmission et sur de l'activité. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça des cours en fait. J'en ai pas trop parlé parce que c'est en support du projet, mais c'est les Active Learning Sessions. Et les Active Learning Sessions, on avait 100% de ce qui était nécessaire qui était dans les Active Learning Sessions. Par contre, ils avaient beaucoup de ressources supplémentaires en ligne. Entre autres, on avait des partenariats avec DataCamp, qui est une grosse plateforme de formation à distance pour l'analyse des données, qui nous accueillait gratuitement pendant 6 mois et qui permettait aux étudiants de s'auto-former, puisqu'ils avaient des contenus académiques un peu différents de l'un à l'autre. Ils pouvaient s'auto-former à l'analyse de données tout seuls et aller plus loin que ce qu'on faisait, par exemple, dans les sessions actives. La plupart Merci. s'en sont servis. Ok, alors moi j'ai une ou deux questions du coup en termes d'évolution, enfin de ce qu'on appelle le développement professionnel des enseignants-chercheurs. Quelles sont les compétences que tu considères avoir acquises pendant ce temps, ces nouvelles compétences que tu considères avoir acquises ou affirmées ou pendant cette expérience qui a été un peu surprenante? Et du coup, bah, tu as parlé des réinvestissements hein, en termes du projet, mais en termes de personnes, toi, par rapport à l'ensemble de tes autres enseignements, qu'est-ce que tu vas réinvestir de ce que tu as acquis pendant cette période? Alors réinvestir, je sais pas. Ce que j'ai clairement réappris, parce que j'avais une expérience dans ce domaine-là, c'était le community management, on va dire. C'est-à-dire animer une communauté à distance pour qu'elle reste cohésive. Et finalement, c'est pas du tout quelque chose que j'ai appris à l'agro, mais c'est quelque chose que j'ai appris dans ma jeunesse en pilotant des guildes dans World of Warcraft. Donc c'est à peu près le même niveau d'interaction finalement dans une guilde où personne n'a rien, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de carotte, il n'y a pas de bâton. Bah, finalement, c'est un peu ça aussi. Sur le JRL, animer un groupe qui finalement n'a pas de règles strictes, si ce n'est un objectif commun. Donc finalement, c'est ce qui m'a servi le plus. Et dans le cadre de l'apprentissage par projet, c'est vraiment la compétence numéro 1 que j'ai développée clairement pendant le JRL et qui me sert encore aujourd'hui dans certains enseignements qui durent un petit peu longtemps. Après, a posteriori, je pense que c'est plutôt encore une fois, je ne vais pas revenir sur les aspects techniques. Oui, si, effectivement, j'ai appris à packager des applications pour les mettre sur des clusters de calcul et les mettre à disposition des étudiants pour qu'ils puissent faire leurs calculs là-dessus. Mais c'est pas très important. C'est plutôt l'approche humaine de la gestion d'un groupe, en définitive, que je retiendrai. C'est-à-dire d'identifier quelles sont les dynamiques de chacun, et d'arriver à anticiper les problèmes potentiels dans la dynamique d'un groupe. Au final, c'est pas tellement les aspects techniques, bien que je sois technophile complètement, c'est pas tellement les aspects techniques. Et c'est peut-être parce que je suis technophile d'ailleurs, moi j'ai des collègues qui le sont moins et qui ne peuvent pas se détacher de cet aspect-là, et c'est complètement compréhensible. Mais moi, c'est plutôt les aspects humains finalement que j'ai développés pendant cette période. C'est bien, du coup, effectivement, c'est rassurant de voir que les technophiles deviennent humains et les humains deviennent technophiles. Ok, bah, peut-être dans le même esprit, puisque Laure rajoute une question, dans le même esprit de question sur les apprentissages pour les enseignants-chercheurs, quelles conséquences sur le collectif des enseignants-chercheurs de cette approche pluridisciplinaire? Alors, c'est ça, qu'on soit en présentiel ou pas finalement, qu'on soit Mm. en distanciel ou pas, l'aventure JRL entre guillemets
permet de communiquer et de mettre en commun des compétences et des expériences d'enseignants qui se voient peu en fait dans d'autres modules plus disciplinaires. Et donc moi, c'est une des raisons pour laquelle je trouve que ce type de module-là est vraiment intéressant, parce que maintenant, de plus en plus, sur nos thématiques de recherche, on a 2 enseignants, voire un enseignant et un chercheur, qui sont dans des thématiques différentes et des disciplines différentes. Donc on tend vers l'interdisciplinarité, à la fois pour les étudiants, mais à la fois pour nous. Et c'est quand même une expérience beaucoup plus riche que de rester dans l'entre-soi, entre guillemets, de son département ou de sa discipline au sens un peu plus large. Donc là-dessus, ce type d'expérience que je recommande à tous. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir à monter un JRL un peu plus large avec des universités en France et à l'étranger, de mutualiser certaines forces. Encore une fois, dans la scalabilité, il y a aussi la mutualisation des forces. Vraiment, c'est une expérience qui est très positive, et en particulier, elle est très positive pour les étudiants qui ont tous eu des témoignages vraiment, comment dire, à court terme déjà, très satisfaits de la période qu'ils avaient passée avec nous, mais même à long terme, ça leur a apporté des compétences qu'ils ont pu directement valoriser dans des jobs directement. Entre autres, je me souviens d'une étudiante que j'ai suivie moi en tant que tuteur en 2019, et qui a eu un job dans la microbiologie l'année d'après lié à cette expérience-là. Donc c'est vraiment très satisfaisant. Ok, et donc peut-être une dernière question de ma part, s'il n'y en a pas d'autres qui arrivent, concernant, justement, tu as parlé de ce que ça ouvrait en termes d'horizon, en particulier à l'international. Est-ce que vous imaginez que des expériences vécues comme ça vous permettent peut-être d'envisager pas seulement un module d'enseignement, mais au-delà une approche comodale d'un master, par exemple, d'un master international, avec possibilité de mobilité, d'immobilité sur une partie, etc. Est-ce que c'est des projets qui se dessinent chez vous? Alors, ça se dessine en partie dans ma tête en tout cas, avec Jacques David aussi. Après, on a une question de gestion de l'énergie. On est en train de monter le JRL Agricultural Transitions, qui est un semestre à l'automne. Donc pour l'instant, on est dans cette démarche-là. Mais sur un pas de temps de 2 ans, c'est quelque chose que, oui, on réfléchit sérieusement, oui. Clairement. Parce que on a des gains assez forts à faire, par exemple, tout ce qui est ALS à distance, on sait le faire maintenant, et on n'a pas de perte, ALS? Active Learning Sessions, pardon. Ok. On n'a pas de perte franche à le faire à distance, et donc on pourrait très bien imaginer un JRL à site multiple. Synchrone ou Ok. pas d'ailleurs. Ok, donc merci beaucoup. Bah, on arrive à la fin de ce webinaire. Je tiens vraiment à te remercier pour à la fois ton témoignage mais aussi pour bah, l'analyse que tu as fait de cette expérience, parce que c'est très riche et ça ouvre très bien ce premier cycle, ce nouveau cycle de webinaire. Et sachant que bah, peut-être aussi dire que tu fais partie du réseau d'enseignants-chercheurs qui s'intéressent aux innovations pédagogiques, le réseau Espoir. Et du coup, c'est aussi dans ce cadre-là que tu intervenais aujourd'hui. La semaine Exactement. prochaine, on parlera d'évaluation, de nouvelles façons d'approcher l'évaluation des apprentissages des étudiants, en particulier, là encore, avec les questions liées à l'enseignement distanciel qui s'est passé depuis un an. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à faire connaître ce cycle et à très bientôt. Encore merci Jean-François. Et comme je le disais, cette vidéo sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube avec une nouvelle playlist qui s'appellera Les innovations pédagogiques des enseignants-chercheurs. À bientôt. À la Merci à vous. semaine prochaine. Au revoir.